ce premier module, consacré à l'histoire et aux principes fondamentaux de la comptabilité, nous nous pencherons d'abord sur les traces de la comptabilité à travers le temps, de Sumer à nos jours. Un petit peu moins ambitieux, disons de Sumer à la Renaissance italienne. Après, je présenterai rapidement un principe fondamental, consubstantiel à la représentation qu'on se fait de la comptabilité, la partie double. Enfin, nous achèverons par une synthèse rapide des grands principes qui régissent le fonctionnement de la comptabilité. La comptabilité est apparue d'abord pour pallier les défaillances de la mémoire. À Sumer, on trouve des traces de ce type, des objets en terre cuite, anglaise, marqués de signes, qui visaient à conserver les traces de transactions nouées entre deux individus. Cette première tentative de comptabilité, qui est consubstantielle ou contemporaine de l'élaboration d'une écriture chiffrée, devient plus élaborée avec l'émergence du capitalisme, représenté ici sur ce tableau du Louvre où on voit le changeur et sa femme, un tableau de Quentin Métis environné d'argent. Ce principe, cette association de la comptabilité et du capitalisme est quelque chose qui n'est pas très nouveau. Ça a été mis en évidence par un sociologue allemand du 19e siècle qui s'appelait Sombart, 19e, début 20e, qui a considéré la comptabilité comme consubstantielle ou une condition de base au développement du capitalisme. Même si certains auteurs postérieurs, comme Fernand Braudel, ont pu remettre en cause cette association entre comptabilité et capitalisme, ou du moins cette dépendance du développement du capitalisme vis-à-vis de la comptabilité, il est certain que la comptabilité et le capitalisme sont étroitement associés, ne serait-ce qu'en raison de l'objet que les deux manipulent, l'argent. Une date importante, essentielle pour la comptabilité, et un personnage majeur reste Luca Pacioli, qui, en 1494, a publié un traité mathématique au sein duquel se trouvait un chapitre où il présentait une technique utilisée par les marchands vénitiens pour conserver trace de leur pratique commerciale. Cette technique, c'est la partie double. Exposée donc pour la première fois en 1494, cette technique est toujours utilisée de nos jours. Les écritures comptables que l'on passe chaque jour dans les entreprises en très grand nombre sont certes beaucoup plus compliquées que celles que présentait Luca Pacioli dans son ouvrage pour illustrer les pratiques vénitiennes, mais fondamentalement, elles obéissent à la même logique. Comptabilité et partie double sont donc deux notions qui sont si étroitement liées que quand on parle de comptabilité, première chose qui viennent à l'esprit, ce sont ces fameux contentés avec une égalité de la droite et de la gauche qui signent le principe de la partie double. Qu'est-ce donc que cette partie double? En fait, elle peut s'expliquer par deux visions du principe comptable, deux visions de ce que la comptabilité vise à représenter. La première vision fait de la comptabilité la représentation de flux d'échange. Dans la mesure où vous donnez toujours quelque chose en échange d'autre chose, eh bien, il y a toujours deux parties, ce qui est donné, ce qui est reçu. La comptabilité est donc nécessairement en partie double parce qu'elle matérialise un échange entre une entité, l'entreprise, le plus souvent dans l'époque contemporaine, et l'extérieur de l'entreprise. Cette vision de la comptabilité comme représentation de flux d'échange est cependant difficile à appliquer à certaines opérations comptables qui font néanmoins l'objet d'une représentation. C'est pour ça qu'une deuxième explication justifiant l'application de la partie double est souvent mise en avant, c'est le principe d'équilibre du bilan. L'équilibre des emplois et des financements de l'entreprise. Toute entreprise a des emplois et toute entreprise doit financer ses emplois. Dans la mesure où tout ce qu'elle a doit être financé, il y a nécessairement, financièrement, obligatoirement, une égalité entre les emplois et les financements. C'est pour préserver cette égalité que la partie double serait utilisée. Revenons rapidement sur ces deux notions. Première notion, l'échange. Échange entre deux entreprises, A et B. Vous avez l'entreprise A qui, par exemple, livre des marchandises à l'entreprise B et qui, en échange, reçoit des flux monétaires de cette entreprise B. La partie double va permettre de représenter cet échange
entre entreprise A et entreprise B. Vous représentez les deux flux. C'est la notion de partie double. L'autre vision est celle que l'on a donc avec la vision de l'entreprise qui est un ensemble de biens et de droits, ce qu'elle emploie et qu'elle doit financer. En comptabilité, cet ensemble de biens et de droits que détient l'entreprise s'appelle l'actif. La manière dont elle le finance s'appelle le passif. Tout ce que l'entreprise détient est nécessairement financé. Tout ce qui est financé sert à détenir quelque chose. On a une égalité fondamentale en comptabilité qui est l'égalité entre les emplois et les ressources, les emplois et leur financement, l'actif, les emplois, le passif, le financement. La partie double permet de préserver cet équilibre. Toute modification de l'actif doit passer par une modification parallèle du passif. Toute modification du passif doit passer par une altération de même montant de l'actif afin de préserver cette égalité fondamentale, actif égale passif. Tout ce que j'ai est financé, tout ce qui est financé correspond à quelque chose que j'ai. La représentation de cette réalité d'équilibre du bilan peut se faire sous forme d'une colonne, de deux colonnes, actif et passif. Vous avez nécessairement une égalité actif égale passif, ce qui fait que toute augmentation de l'actif doit passer soit par une augmentation parallèle du passif, soit par une diminution symétrique à un autre endroit, évidemment, de l'actif. La partie double vise à préserver cet équilibre entre actif et passif. Cette vision de la partie double est probablement plus aisée à mettre en œuvre dans l'explication des écritures comptables que l'entreprise passe au quotidien. À la comptabilité, qu'associe-t-on? On associe nécessairement les contentés. Et ces contentés permettent de mettre en œuvre cette notion de partie double de manière efficace. On va dessiner deux contentés. Et on va faire un petit peu de partie double dans la pratique. Reprenons cette opération d'achat de marchandises entre deux entreprises. Qu'est-ce qui va se passer? Je détiens des marchandises. Je suis du côté de l'entreprise qui achète. Je détiens des marchandises. C'est une utilisation que je fais de mes ressources. Je vais donc le mettre du côté de mes emplois. En comptabilité, les emplois sont traditionnellement situés à gauche. Nous le reverrons tout à l'heure. Disons que j'ai acheté 100 de marchandises. Mes emplois vont augmenter de 100. Ça correspond par exemple au stock de marchandises dont je dispose maintenant. En échange, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai donné de l'argent à l'entreprise qui m'a vendu ces marchandises. J'ai donc moins d'argent liquide. Cet argent liquide constituait aussi un emploi que je faisais de mes ressources. J'avais choisi de conserver mes ressources sous forme d'argent liquide. Mes emplois diminuent. J'ai moins d'argent en banque. Mes emplois sont du côté gauche. Ils vont diminuer du côté droit. Et vous avez l'expression emblématique de la partie double, une écriture à gauche, une écriture à droite, de même montant, et donc de sens inverse. En pratique, c'est ainsi que l'on fait de la partie double. Ça va se représenter dans un bilan de cette manière. Le compte dont le montant était à gauche, les marchandises, va être du côté des emplois, de l'actif de mon bilan, aussi appelé emploi. Les ressources sortent soit en diminution de quelque chose que j'avais, et auquel cas je les mettrais en diminution de mon actif, soit en augmentation d'un financement qui m'est accordé par mon banquier. J'avais un découvert, j'ai payé les marchandises, mon découvert est encore plus important, donc vous pouvez avoir une augmentation de vos ressources ou de votre passif, le nom que le comptable donne à ce côté du bilan. Nous reviendrons sur ces notions quand nous parlerons du bilan. Évidemment, ces deux mouvements-là sont alternatifs. Vous ne faites pas l'un et l'autre, ce sera l'un ou l'autre. Il
voyez, un principe de la partie double, je maintiens l'équilibre de mon bilan. Un deuxième principe de comptabilité, les comptes apparaissent du côté où est leur montant le plus important. J'ai utilisé un petit peu involontairement déjà un langage de comptable. Je vous ai parlé d'actifs et de passifs, d'augmentation et de diminution. Il y a des termes qui sont canoniques en comptabilité. Tout ce qui est le côté des utilisations, le côté de l'appauvrissement, le côté des emplois, s'appelle en comptabilité le débit. Il est conventionnellement situé à gauche. Vous avez noté, sur mon transparent précédent, j'avais mis mes emplois, l'achat de marchandises à gauche, du côté des emplois, du côté de l'actif de mon bilan. Tout ce qui vient financer l'entreprise, tout ce qui constitue des ressources, tout ce qui contribue à enrichir l'entreprise est conventionnellement situé à droite et s'appelle le crédit. Je n'ai malheureusement pas de solution mnémotechnique très aisée pour se rappeler cette terminologie. Elle est à intégrer de manière un petit peu obligatoire. C'est le langage des comptables, débit à gauche, crédit à droite. L'utilisation pratique de ce débit, de ces notions de débit et de crédit seront abordées parfois dans les modules suivants. Ce sont néanmoins des termes techniques. La séquence n'a pas vocation à faire de vous des comptables, mais à vous permettre de lire les états financiers. Donc nous y reviendrons sans y consacrer un temps excessif. Au moins, en aurez-vous entendu parler. Nous avons, ainsi que vous avez peut-être pu le deviner jusqu'à maintenant, une règle absolue en comptabilité. Un compte augmente toujours du côté où il est situé. Vous avez un compte situé du côté de l'actif, du côté des emplois, sur le côté gauche, il va toujours augmenter du côté gauche. Donc un compte situé à gauche, du côté du débit, augmentera par le débit, que je vais abréger ainsi, et diminuera par l'autre côté, par la droite, par le crédit. Un compte situé à droite, du côté du crédit, augmentera par ce côté, par le crédit, et diminuera par le débit. Ce sont des règles absolues en comptabilité. On ne fait pas de plus-moins, on débite et on crédite, on n'a pas d'autre solution. On inscrit à gauche quand on veut diminuer un compte qui est normalement du côté droit, on inscrit à droite quand on veut diminuer un compte qui est normalement du côté gauche. C'est de la technique comptable de base. Je vous souhaitais l'évoquer, même si ça ne forme pas l'essentiel de ce que je voulais vous présenter. Après ce petit intermède technique, nous allons revenir à des principes plus généraux et plus intéressants probablement pour le lecteur des états financiers, même s'il faut avoir connaissance un minimum du vocabulaire de base. Je vais vous parler des principes comptables. Alors, Bernard Colas, professeur de comptabilité à Paris-Dauphine, dans un de ses manuels de comptabilité financière, distingue entre deux grandes catégories de principes, des principes d'intégrité et des principes à proprement parler comptables qui sont, entre guillemets, d'un ordre inférieur. Les grands principes d'intégrité qui ouvrent le plan comptable général, le texte qui régit la comptabilité en France, sont au nombre de 3. Le premier est celui de la régularité. Votre comptabilité doit être régulière, c'est-à-dire conforme aux règles. La comptabilité est faite de règles, de normes, selon la terminologie le plus souvent utilisée. C'est un langage, une grammaire, pour qu'on comprenne ce que vous dites, ce que vous écrivez, il faut respecter les usages de langage et les usages de grammaire, sinon c'est illisible. Pour pouvoir être exploité, pour pouvoir être lu, votre comptabilité doit donc être régulière au sens fidèle à la règle. Appliquer la règle ne suffit pas, il faut également l'appliquer de bonne foi. Et c'est le principe de sincérité qui est ici à l'œuvre, principe de sincérité qui est l'application de la règle de bonne foi. Vous l'appliquez dans l'objectif de donner une information, pas dans la perspective de tromper
le lecteur des états financiers. On arrive à notre dernier principe, qui est une espèce d'objectif ultime de la comptabilité, qui est le principe d'image fidèle. Vous faites de la comptabilité pour donner une image fidèle de la situation financière et de la performance de l'entreprise. Vous voulez refléter une réalité et la refléter de la meilleure manière possible. C'est une image nécessairement simplificatrice. Une entreprise est un ensemble humain, technique, organisationnel extrêmement complexe. Prétendre la représenter, même dans des états financiers volumineux de quelques centaines de pages, est un petit peu présomptueux. Néanmoins, dans la mesure des moyens que vous laisse la technique comptable, vous donnez une image fidèle de cette réalité économique complexe. À noter que ces principes ne sont pas nécessairement toujours facilement compatibles. En particulier, il peut y avoir, on l'évoquera plus tard, des conflits entre la notion de fidélité et la notion de régularité. Dans la mesure où il est nécessaire que l'on vous comprenne, si vous avez un conflit entre régularité et fidélité, le plus souvent, on va s'adosser au principe de régularité. Vous pourriez chercher à être fidèle, mais si vous parlez une langue que personne ne comprend, eh bien la fidélité ne vous sert à rien. C'est pour ça qu'en général, le principe de régularité est un principe qui est considéré comme prééminent. Bernard Colas distingue après un ensemble de notions qui sont peut-être d'un rang inférieur, quoique important. La première, qui est assez évidente, implicite, mais qui mérite d'être mentionnée, c'est le principe de monétarisation. La comptabilité est exprimée en unités monétaires, et c'est une pratique, une convention à laquelle il est difficile d'échapper. Le principe suivant, qui est un principe très étroitement associé à la personnalité des comptables et très présent en comptabilité, du moins en comptabilité française, c'est la prudence. Le comptable est un individu naturellement prudent. Il va spontanément chercher à donner une image pessimiste de la situation financière et de la performance de l'entreprise. À choisir entre deux alternatives, entre les termes d'une alternative, le comptable va choisir l'alternative la plus prudente, la solution la plus prudente. Nous aurons de multiples occasions de nous en rendre compte. Le principe suivant est celui de l'entité. Parce que je trace des relations entre moi et les autres, je fais de la comptabilité sur une entité, sur une unité comptable. La notion la plus évidente d'entité est celle de société. J'ai une société qui a des frontières juridiques et je fais de la comptabilité à l'intérieur des frontières juridiques de cette société. Ce n'est pas la seule qui existe et nous verrons dans les deux derniers modules, 18 et 19, consacrés à la consolidation, que cette notion d'entité peut être beaucoup plus large que la notion d'entité juridique et s'attacher à retracer la situation financière et la performance d'une unité économique qui n'existe que parce qu'elle est soumise à un même contrôle. Le principe suivant est un principe très représentatif de l'activité des comptables, c'est le principe de spécialisation. On dit le plus souvent la spécialisation des exercices. Cette notion de spécialisation, c'est quoi? Eh bien, vous cherchez à représenter la performance de l'entreprise, vous la représentez à l'intérieur d'un champ temporel défini. Il y a une date de début, il y a une date de fin, et vous restituez la performance de cette entreprise pendant cette période. La spécialisation des exercices vise justement tout ce qui permet d'obtenir la vision de la période et de cette période seulement. Son expression la plus commune en entreprise, ce sont les travaux d'inventaire, période se déroulant généralement au mois de janvier, au moins dans toutes les entreprises, où les comptables sont subitement saisis d'une frénésie difficile à comprendre à l'extérieur, et qui vise justement à assurer cette spécialisation des exercices, à être certain que toute la performance financière est présente dans les états que je vais publier, et seulement la performance financière qui concerne la période sur laquelle je rends des comptes. Le principe suivant est celui de la continuité. Nous le verrons à plusieurs reprises par la suite. La comptabilité repose sur l'hypothèse forte, les usages comptables les plus courants reposent sur l'hypothèse forte que l'entreprise continue à vivre, continue à survivre au-delà de l'exercice que l'on est en train de restituer. La continuité, c'est la continuité d'activité de l'entreprise, le fait que l'activité de l'entreprise ne s'arrête pas au 31 décembre de cette année et que l'entreprise continue à vivre au cours des périodes comptables suivantes. Cela conditionne la réalisation d'un bon nombre de travaux.
Si cette continuité n'est pas respectée, des principes comptables spécifiques devront être réalisés, devront être mis en œuvre, puisqu'on se situera alors dans une perspective de liquidation. Le dernier principe est celui de la comparabilité. La comparabilité concerne la comparabilité des états financiers entre les entreprises et, plus précisément ici, la comparabilité des états financiers dans le temps pour une même entreprise. Vous publiez des états financiers chaque année. Il faut que le lecteur puisse comparer vos états financiers de 2012 avec ceux de 2011 et de 2010 afin de porter un jugement sur la qualité de votre performance, sur l'évolution de votre situation financière et prendre des décisions, par exemple sur l'acquisition d'actions ou l'octroi d'un prêt. Afin d'assurer cette capacité du lecteur à comparer vos états financiers, il est important d'adopter d'année en année les mêmes règles comptables, les mêmes principes comptables et la même manière de les interpréter dans le cas particulier de votre entreprise. Les principes comptables sont souvent formulés de manière assez générale. Il y a un travail d'application à une réalité économique particulière qui est celle de votre entreprise. Ce travail de traduction des principes comptables en réalité économique pour votre entreprise, en représentation comptable d'une réalité économique, doit être fait de manière constante en adoptant les mêmes principes, les mêmes règles de traduction afin d'assurer la comparabilité des états financiers. Avec cette comparabilité s'achève cette présentation des principes fondamentaux et ce premier module. La comptabilité apparaît au terme de ce court parcours comme une technique avec une longue histoire, s'appuyant sur un mode de représentation très particulier, qui est celui de la partie double, qui a été mise en évidence, sinon inventée par Luca Pacioli à la grande époque de la Renaissance italienne. Il ne faut cependant pas oublier, au-delà de cette technique comptable, parfois un petit peu asséchante, que la comptabilité s'adosse à un ensemble de principes, à des objectifs dont la technique n'est que la traduction opérationnelle. L'objectif de régularité, d'image sincère, de fidélité sont les objectifs qui hantent les comptables, qui doivent constituer leur principale ambition et rester à l'esprit. Nous verrons au cours des prochains modules comment ces objectifs sont mis en œuvre, quels états financiers ils permettent de créer, en commençant tout d'abord, au cours des 5 prochaines séquences, par l'état central, au moins dans la perspective la plus récente de la normalisation comptable, il s'agit du bilan.